Une excellente philosophie, également un art de vivre. Qui peut bien se cacher derrière ces deux expressions? Certains me diront la démocratie et ils auront raison. D'autres me diront le CNTF-CH et ils auront raison aussi. Bonsoir et bienvenue à vous dans La France Libre, une émission du CNTF-CH, Conseil national de transition français canal historique, avec Philippe, avec Yota, avec Christiane, Bruno et vous-même également, messieurs, dames qui nous regardez. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, peut-être avant que vous donniez des nouvelles, moi je viens de lire tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vrai, mais que les agents de la RATP, les techniciens, sont rentrés dans le siège de la RATP à Paris et ont demandé 300 € d'augmentation. Suivez l'inspiration. Ah, tu as complètement raison, c'est vrai, Christiane, hein, j'ai vu les images sur les réseaux sociaux, ça s'est passé, ouais, tout à fait, c'est Ah, factuel. je pense que c'est dû à ce qu'on a déjà entendu sur l'augmentation que se sont largement Oui. accordé les députés, sans avoir à référer à qui que ce soit et en s'auto-votant les choses, quoi. Ah voilà, la souveraineté, c'est ça, c'est quand on vote pour des choses qu'on décide soi-même. Nos députés sont souverains entre eux, nous ne le sommes plus en tant que peuple entre nous. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se pose vraiment des questions sur le degré absolument énorme de détachement entre l'oligarchie et le reste du peuple. Moi, j'ai une information importante que un certain nombre de gens connaissent déjà ici maintenant. C'est que Vladimir Poutine a accordé pour la première fois une interview à un journaliste américain. Et dans cette interview, il a, comme fidèle à son habitude, redénoncé toutes les magouilles et tout ce qui s'est passé au niveau de l'Occident et des États-Unis pour pousser à la provocation la Russie. Il a même dit il a même sous-entendu qu'à une époque, la Russie était tout à fait prête à rentrer dans l'OTAN. Et il a continué à nouveau à dénoncer donc la domination du dollar, de la Fed et de l'État profond américain, sans citer le nom. Il a parlé des services secrets, il a parlé de tout ça, pour bien montrer que finalement le président américain souvent est obligé d'obéir à ses subordonnés, ce qui est quand même assez incroyable. Voilà ce que je voulais dire et bienvenue à Jean-Pierre. Alors, bienvenue à Jean-Pierre. Alors, si jamais je trouve drôle dans la réflexion de Vladimir Poutine, ce qui m'amène un commentaire, quand il dit il est prêt à ce que la Russie rentre dans l'OTAN, j'ai l'impression qu'il est prêt de ça, comme l'empereur Théodose était prêt à rentrer dans Rome, quoi. Hein. Oui. Il était prêt en 2000. En 2000, voilà, oui, il était prêt. Non, mais ça ne change rien à mon propos. Effectivement, il était prêt en 2000 à rentrer dans l'OTAN, comme l'empereur Théodose était prêt à rentrer dans Rome. Je veux dire par là que si la Russie rentre dans l'OTAN, ça veut dire que c'est la Russie qui a gagné, quoi. Voilà. Et qu'il n'y a plus d'opposition. L'existence même de l'OTAN est justifiée par la séparation, par la dualité entre la Russie et la partie américaine. Alors, je vois que Yota n'est pas d'accord. Je lui laisse sa place. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai écouté le discours de Poutine et il est revenu aux accords de Minsk. Et donc, il a renégocié les accords de Minsk avec l'État américain, évidemment. Et l'État américain leur a répondu que non, l'Ukraine n'est pas encore prête à entrer dans l'Europe. Ça risque de prendre beaucoup de temps. Et donc, ils ont répondu à Poutine que on verra plus tard. Un Oui. peu quelque chose comme ça, on verra plus tard. Et donc, Poutine s'est un petit peu excité autour de cette réponse. Et il a dit, eh bien, on va devoir continuer cette guerre, on va devoir prendre des sanctions encore plus sévères. Donc, moi, j'ai l'impression un petit peu que ça va continuer, cette histoire avec Poutine et l'Occident, et que c'est pas prêt de se rétablir, puisqu'on en revient au départ. C'était au départ à cause des accords de Minsk qu'ils avaient décidé que l'Ukraine ne rentrerait pas en Europe, dans l'OTAN, mais en définitive, les Américains donnent une réponse vraiment floue. Donc, je vois que ça se fâche de plus en plus de ce côté-là. Oui, je vais dans ton sens, Yota. Simplement, en 2020 était une époque et 2024 en est une autre. Oui. S'il rentre dans le temps en 2024, on va faire un peu de prospective. Si jamais il décidait
ça voudrait dire qu'il y rentrerait en vainqueur. C'est-à-dire que la partie serait finie avec Poutine comme vainqueur. Voilà ce que je voulais surtout. Moi, je sais que Poutine veut affaiblir l'OTAN et qu'il n'est pas question qu'il rentre dans l'OTAN, certainement pas aujourd'hui. Voilà, c'est la logique qui dit ça. On est d'accord. Très bien, on va se poser également une question de logique. La voiture électrique est-elle une entrave à la circulation? C'est l'actualité en images tout de suite et on se retrouve juste après. Là, je vois que l'autonomie du fond à vue d'œil, en 1 heure de route, on a fait 90 km et on a brûlé la moitié de notre autonomie. En fait, en électrique, plus on roule vite, plus on consomme. Mauvaise surprise, à 130 km/h, on divise notre autonomie de départ par 2. Donc là, il faut qu'on s'arrête maintenant pour recharger, sinon la station suivante sur autoroute sera trop loin et ce sera un peu risqué. Alors là, c'est grosso modo 4 fois plus cher que de se recharger chez soi. 69 centimes le kilowattheure, c'est 10 € les 100 km. Pour un plein, il faudrait 1 heure. On s'arrête à 30 minutes. Nous arrivons enfin à destination, la ville du Mans. Allez, après un café, on attaque le retour par les petites routes. L'application nous recommande cette fois 2 arrêts pour recharger, dont le premier ici. C'est l'une des fameuses stations Tesla, désormais accessible aux voitures de toutes les marques. 12 € les 100 km, temps de charge, 20 minutes. Notre aller-retour nous aura pris plus de 6 heures. 1h30 de plus que si nous avions roulé avec un véhicule essence. Ça ne vous donne pas envie, en même temps je vous comprends, la voiture électrique c'est l'avenir. Je ne sais pas pour qui. Je ne sais pas pour qui c'est l'avenir, parce que même les constructeurs automobiles sont en train d'en revenir, étant donné que ça se vend pas, justement à cause de tous les problèmes, et aussi à cause des problèmes écologiques, parce qu'on oublie souvent le coût de construction, notamment avec les batteries. Alors qu'il y a une source absolument abondante, notamment en France, qui a été découverte, d'hydrogène, et les moteurs à hydrogène pourraient fonctionner exactement comme les moteurs thermiques actuels. La technologie existe déjà, il suffit simplement de l'adapter, et à partir de là, les plus de 100 millions de tonnes d'hydrogène qui ont été découverts en France nous donneraient une autonomie énergétique absolument fabuleuse. Alors l'histoire de la voiture électrique, c'est l'histoire d'un fiasco annoncé, quoi. Oui, puisqu'on savait depuis le départ que c'était gourmand en énergie, que c'était gourmand en écologie également, et puis surtout qu'effectivement l'autonomie était très limitée et que c'était la porte ouverte à faire payer le kilowattheure de façon tout à fait sauvage selon les fournisseurs. Donc on n'est pas dans une société de liberté, on est dans une société de négoce permanent. Où on ne sait pas par avance combien on va payer pour recharger sa voiture. Ça va dépendre du temps, ça va dépendre de la distance, ça va dépendre de l'humeur, ça va dépendre du besoin du fournisseur, etc., etc. Donc il y a une sorte de bourse permanente à l'énergie qui correspond à cette logique-là. Et ça, c'est pas quelque chose de rassurant quand on prend son véhicule, de se dire je suis pas sûr d'arriver à l'autre bout sans avoir à tomber en panne d'essence parce que je ne pourrai pas recharger, quoi. Et c'est même pire que ça, Philippe, la voiture électrique est une voiture qui est connectée, donc forcément une voiture que l'on peut contrôler. Et justement, ça va dans le sens de notre sujet ce soir, à savoir qu'est-ce que le Conseil national de transition français, canal historique, propose face à la société de contrôle. Alors oui, Sylvain, c'est un sujet très important et très intéressant. On en entend parler maintenant de plus en plus, même sur les médias principaux. C'est qu'en fait, de plus en plus de gens s'aperçoivent qu'on rentre dans un système à la Big Brother, c'est-à-dire où tout le monde est de plus en plus contrôlé jusque dans notre vie privée. Quand on voit les publicités qui nous disent qu'il faut éteindre les lumières, qu'il faut diminuer, qu'il faut changer les heures, quand on voit ce qui se passe avec les compteurs Linky maintenant, où ils sont en train d'expérimenter des possibilités de réduire d'office la consommation électrique des citoyens, quand on voit ce qui se passe au niveau des agriculteurs qui sont écrasés par toutes les normes décidées par l'Europe, quand on voit que toutes ces normes s'appliquent aussi au commerce, aux artisans, quand on voit la difficulté aussi qu'on a maintenant dans l'immobilier à pouvoir louer un appartement ou même ne serait-ce qu'acheter ou vendre, parce que là aussi il y a des normes absolument dingues, il faut faire des diagnostics dans tous les sens et ça ne fait qu'augmenter. Ça enrichit les sociétés qui font des contrôles, ça enrichit aussi toute l'administration française, notamment la haute administration, dont les salaires sont souvent même plus élevés que celui du président. Donc on est dans un système où l'administration
contrôlent tout de plus en plus. On est dans un système un petit peu comparable à ce qui se passait en URSS. D'ailleurs, comme je le dis souvent, dans le mot URSAF, il y a URSS. C'est pas un hasard. Et donc, à partir de là, on est dans un système de plus en plus contraignant, de plus en plus soumis aux normes et aux contrôles. Il suffit de regarder ce qui se passe avec les banques. Il y a une vingtaine d'années, quand on ouvrait un compte bancaire, il fallait remplir un document, ça prenait 10 minutes et il n'y avait pas de problème. Maintenant, il faut remplir ce qu'on appelle un KYC, connaître votre client. En américain, où il y a une trentaine de pages à remplir, où il faut déclarer qu'on n'est pas américain, il faut déclarer qu'on n'est pas politicien, il faut donner absolument toutes les sources de revenus qu'on a. Comme me disait mon ex-banquier, ils veulent savoir presque jusqu'à la couleur de notre slip. Et ça, c'est absolument incroyable. On est rentré vraiment dans une société de contrôle dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que non seulement on empêche l'économie de fonctionner, je dirais que c'est un peu comme, je compare ça avec la maladie d'Alzheimer. Dans un cerveau, on a des neurones qui fonctionnent normalement. Et puis, petit à petit, on a des plaques de protéines qui viennent se coller dessus et qui bloquent de plus en plus, comme une toile d'araignée, le fonctionnement des neurones. Et on arrive à des gens qui deviennent complètement gaga. Pourquoi ? Eh bien, la société, c'est la même chose. Quand on empêche les mouvements de fond, quand on empêche les gens de réaliser, de créer quelque chose, quand il faut des semaines, des mois et des années pour pouvoir aboutir à un projet, obtenir un permis de construire, quand des agriculteurs ou des chefs d'entreprise, à un moment de leur décès, ne peuvent pas transmettre leurs biens professionnels à leurs enfants parce que les impôts passent par là, eh bien, on a toute une économie qui est bloquée. Eh bien, nous, au Conseil national de transition français, canal historique, quand on va réaliser la transition, d'abord, on va faire un audit de tout le pays pour effectivement vérifier et supprimer tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire tous les doublons, tous les détournements de fonds qu'il peut y avoir, tous les systèmes, tous les comités théodules qui existent par milliers qui servent à rien, et notamment tout le millefeuille administratif. Donc à partir de là, je dirais qu'on facilitera beaucoup plus le fonctionnement de la société, on redonnera la liberté à chaque individu, et donc à partir de là, on aura une société qui se mettra à nouveau à respirer au lieu d'être bloqué de plus en plus. Je dirais qu'on est dans une société malade dans tous les sens du terme, à cause de cette administration omniprésente, à cause de cette oligarchie qui ne pense qu'à ses propres intérêts et qui, en plus de ça, fait tout pour bloquer le reste de la population et l'empêcher de s'enrichir sur tous les sens du terme. Oui, alors effectivement, Bruno, tout ce que tu dis est vrai, mais ce qu'il faudrait peut-être vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, c'est bien comprendre qu'un audit, ça n'est pas la même chose que le contrôle. Même si dans la langue anglaise, ça peut se ressembler. En français, non. On a le contrôle qui est la volonté de vérifier que vous avez bien fait. Et puis l'audit, c'est une observation générale d'un contexte et voir les points qu'on peut améliorer dans le système en place actuel qui fonctionne. Ou qui fonctionne plus ou moins bien, évidemment. C'est ça l'audit. Donc c'est ça que nous allons pouvoir réaliser. Et puis nous allons donc, à l'issue aussi de cet audit, définir quelle est la notion de bénéfice-risque du contrôle? Parce qu'un contrôle peut être justifié dans une période exceptionnelle. Il peut y avoir des motifs de vouloir contrôler. Mais quand ces motifs disparaissent, évidemment qu'il faut que la logique démocrate reprenne le dessus et que les contrôles se desserrent, du verbe desserrer. Hein. Et ça, c'est le bénéfice-risque. Et ça, c'est à nous la société, c'est à nous les citoyens, d'établir ces règles-là, d'établir ces curseurs, de savoir où les mettre. Donc voilà, donc ça c'est le point le plus important. Parce que quel est le bénéfice-risque d'un contrôle? C'est ce qu'on devrait avoir à l'esprit en permanence. Est-ce que je dois contrôler parce qu'il y a un vrai danger, ou bien est-ce que je suis en train de contrôler parce que je suis un méchant totalitaire qui veut aller jusque dans l'observation de l'intimité des gens, effectivement, à la couleur des sous-vêtements par exemple. Donc voilà. Donc et ça c'est ce vers quoi on est en train de se diriger directement, et c'est pas nous qui le disons. En tout cas, nous ne sommes pas les seuls à le dire, mais nous avons des alliés comme Ariane Biran qui parle très bien de la psychopathologie du totalitarisme. On aura l'occasion d'y revenir. Mais justement, est-ce qu'à partir de là, il faut qu'on se dise, il n'y a plus qu'à attendre que ces messieurs arrêtent de devenir fous pour qu'on reprenne une voie normale. Si on raisonne comme ça, on va attendre un certain temps et peut-être même qu'on n'aura plus de temps du tout, quoi.
Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il faut définir au sein du CNTF/CH. C'est d'une part l'audit, effectivement, en quoi consiste-t-il, quelle est sa logique. Il faut quand même aussi expliquer Philippe, les choses. en Oui. fait, d'audit, on peut parler d'un état des lieux, simplement. Oui, complètement. Alors l'état des lieux, oui, et puis après il y a des conclusions qui doivent être tirées sur l'état des lieux. C'est normalement le rôle de la Cour des comptes, qui fait des audits et qui tire un état des lieux au niveau financier, pas politique, mais financier. Bah, nous, on va le faire au niveau financier, politique, on va le faire au niveau économique, on va le faire au niveau stratégique, on va le faire au niveau militaire, etc., etc. Cet audit, il va être large. Donc, pour cela, on aura besoin, on va recenser des personnes. On se demandait à quoi, mesdames et messieurs, vous alliez servir. Eh bien, figurez-vous que vous allez tous, les uns et les autres, évidemment, sous votre volonté, c'est-à-dire votre volontariat. Si vous n'êtes pas volontaire pour le faire, vous ne le ferez pas. Mais vous le ferez parce que vous en aurez besoin et envie. Eh bien, vous participerez à l'audit de la France. Et ça, c'est quelque chose, c'est un chantier à part entière, qui doit normalement ne pas arranger ceux qui, pour l'instant, font métier de dire qu'ils nous gouvernent, et que demain, eh ben, on se passera d'eux, justement, pour refaire cet audit, pour montrer un petit peu tous leurs manquements, car ils sont nombreux, et on va pas en refaire la liste aujourd'hui. Mais voilà, donc ce contrôle, il va falloir le justifier, cet audit contrôle le justifier, et puis ensuite prendre encore une fois la mesure de qu'est-ce qu'on veut en tant que société au niveau de contrôle. Est-ce qu'on veut une certaine forme de liberté, une certaine forme d'interdiction? C'est quoi là où on veut mettre le curseur? C'est quoi? Voilà, on s'est un petit peu répété, mais je te repasse la parole, Bruno. Oui, Philippe, moi, ce que je voulais rajouter à ce que tu viens de dire, c'est que il y aura toujours, dans une société démocratique, il y aura toujours nécessité de contrôler un certain nombre de choses. Mais effectivement, il y a des limites. À partir du moment où la liberté des uns s'arrête quand on commence à toucher celle des autres. Et le problème avec l'oligarchie, c'est qu'elle a toujours pensé à sa propre liberté. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et donc, à partir de là, eux, ils se contrôlent pas eux-mêmes. Moi, je sais, par exemple, je reviens encore à la notion des banques, de ce qui se passe dans les banques. Je sais que quand vous avez quelques millions d'euros et que vous allez dans une banque, les portes sont ouvertes. Les contrôles sur votre identité, tout ça, sont beaucoup plus légers. Parce qu'à partir de là, vous êtes plus client de la banque, c'est la banque qui devient votre client. Et donc, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et donc, ce sont les petits qui sont toujours pressionnés, qui sont toujours vérifiés, contrôlés. Je sais que, par exemple, à la Poste, quand on veut retirer 1500 euros, il faut demander 2 jours avant. Et toutes ces normes-là qui ont été mises en place, eh bien, elles ont été mises en place par qui? Eh bien, figurez-vous qu'elles ont été mises en place par Emmanuel Macron en 2015, quand il était ministre. Donc, ça montre à quel point ce système et ce projet négatif existent depuis déjà bien longtemps. Donc, à partir de là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura toujours besoin de quelques contrôles, évidemment, justement pour éviter qu'il y ait des gens qui trichent. Mais actuellement, on ne contrôle pas les gens qui trichent, on contrôle tout le monde en supposant dès le départ qu'on est tous coupables. Oui, oui. Et ce sont les gens qui trichent qui contrôlent. Le plus terrible dans les banques, c'est que si vous avez, par exemple, ne fût-ce que 30 000 euros sur votre compte, et ce que j'ai remarqué dernièrement, eh bien, la banque vous écrit et vous demande soit d'investir cet argent, soit vous prenez la porte. Donc, même si vous avez 1 million sur votre compte, par exemple, si vous ne l'investissez pas quelque part, eh bien, la banque peut vous mettre dehors en disant, mais nous sommes une banque d'investissement, donc vous devez trouver une autre banque qui vous permettra d'avoir 1 million sur votre compte et auquel vous n'y toucherez pas. Exactement. Donc, ça s'aggrave terriblement avec les banques. Oui. Alors, Vas-y. oui. Non, vas-y, Christian. Oui, Christian. C'est vrai que tout ceci fait un peu trembler, hein, le fait qu'il y ait du contrôle maximum. En même temps, on est rentré dedans un peu comme des naïfs, hein. On a tous utilisé le téléphone, on a tous utilisé des technologies qui nous servent bien, mais qui nous contrôlent. Moi, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que il y a une forfaiture qui a été commise quand même en France depuis le référendum de 2005.
La voix du peuple n'a pas été respectée, ce qui fait que la Constitution n'existe plus et que donc toutes les lois depuis 2008 votées ou passées par 49.3 sont illégitimes. Le peuple a dit non à la Constitution européenne, donc nous ne sommes pas dans l'Europe. Donc les gouvernants sont dans une grande pièce de théâtre. En revanche, ils touchent bien des salaires conséquents et ils se sont même augmentés de 300 euros, comme s'ils en avaient besoin, alors qu'à côté de ça, on nous dit de faire des économies, etc., que les gens qui travaillent vraiment dans des fonctions particulières où ils ne gagnent même pas 1200 euros par mois, ils n'arrivent pas à vivre. Voilà où nous en sommes. Donc, moi je dis, nous n'avons pas à obéir à des lois illégitimes. Nous avons tous les articles de loi qui nous permettent de nous défendre et de ne pas laisser faire les choses, de ne pas consentir. Exactement, Christiane. Et le meilleur exemple actuel de lois liberticides qui s'accumulent les unes derrière les autres et qui, sans arrêt, bafouent la Constitution, c'est la fameuse loi qui est en train d'être discutée actuellement sur les dérives sectaires, où le fameux article 4 qui a été enlevé par le Sénat est en train d'être remis par la Macronie. Cet article 4 qui finalement, dans son libellé, va pratiquement interdire toutes les médecines parallèles, toutes les médecines douces et toute contestation, notamment des vaccinations ou autres, parce qu'à partir du moment où on contestera une doxa médicale officielle, eh bien, on sera passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Donc, à partir de là, tous les scandales qu'il y a eu dans le passé, comme celui du sang contaminé, merci Laurent Fabius, ou comme celui du Mediator, ne pourront plus apparaître à la surface. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, Christiane, encore une forfaiture, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a la liberté de s'exprimer. Jean-Pierre, tu as demandé le bâton de parole et je te l'accorde, c'est à toi. Merci. Alors, j'ai quelques petits points à aborder. Je me suis amusé à chercher dans le dictionnaire contrôle. Et ça vient de contre-rôle. Et le rôle, c'est un rouleau. Et alors, le contre-rôle, c'est un registre tenu en double. Bon, pour information. Et le rôle, ça vient de rota, un mot latin qui signifie le rouleau. Donc, il s'agit de tenir ensemble un registre et que chacun puisse vérifier ce qu'il y a dedans. C'est pas tout à fait ce que veut faire l'oligarchie. Alors, je voudrais dire... C'est plutôt le rouleau compresseur actuellement. Ah, le rouleau compresseur, oui, ça doit être ça. Ça doit être le contre-rouleau compresseur. Alors, une réflexion philosophique, c'est que la vie est incontrôlable par nature. Tout juste pouvons-nous espérer l'apprivoiser, la vie. Je peux pas contrôler le chant des oiseaux, et si je le fais, je vais me priver de la beauté de leur naturel. Et donc, les gens font des guerres et ils ont des enfants qui s'aiment et qui font des enfants un peu plus ouverts à la vie et bigarrés. Alors ça, c'est un constat. Et puis, ce qui m'est resté dans le mot contrôle, c'est l'approche qu'on en a en aïkido. Quand j'ai affaire à un partenaire 3 fois plus puissant que moi, je ne peux pas résister à sa volonté de me faire ployer. Alors, on me dit contrôle. Ça veut dire contrôle ta propre force, ta propre résistance jusqu'au moment où, ne pouvant plus contrôler l'action de ton partenaire, je m'éclipse, je disparais de son champ d'action en me décalant et lui tombe dans son propre vide. C'est à ça que ça sert le contrôle en arts martiaux. Et c'est très intéressant, ça m'a passionné cette notion-là. C'est-à-dire que je perds complètement l'espoir de lutter contre quelqu'un de plus fort que moi. Je l'aide à tomber dans son propre vide parce que je vais résister pendant un certain temps avec ma petite force et qu'à un moment donné, je m'éclipse et lui, pouf, il a plus qu'à avancer dans son propre vide. Alors, il y a un sujet que vous avez abordé, c'est que le fait de vouloir contrôler à tout prix les autres, c'est une maladie. Et alors, ça nous arrive beaucoup. Imaginons que nous avons
je vais vous donner un exemple que je connais un petit peu. Quelqu'un d'alcoolique dans notre famille, ben, nous allons vouloir contrôler ce qu'il boit pas. C'est effrayant. Nous allons sombrer dans ce contrôle. C'est à la portée de tout le monde hein, de vouloir sombrer dans le contrôle de la vie des autres. Et par contre, si j'en reviens à la notion d'arts martiaux, le seul vrai contrôle, c'est le contrôle de ma propre résistance, de ma propre force et de ma capacité à m'éclipser au moment où je ne peux plus résister. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, alors j'ai une question quand même. Qui est le plus malade? Celui qui manipule les manettes de la vie des autres inconsciemment ou volontairement pour nuire, ou celui qui le laisse faire? Merci d'avoir entendu la question et je vous laisse le temps d'y répondre. Moi, je peux répondre tout de suite quelque chose, Jean-Pierre, c'est que toutes les dictatures sont paranoïaques, c'est-à-dire qu'ils ont très peur du peuple. Et tous les peuples sont un petit peu aussi responsables des gens qui les gouvernent. Parce que comme disait, je crois, Einstein, on a les gouvernants qu'on mérite. Et les gens qui sont les plus à critiquer, c'est ceux qui laissent faire justement les dictatures. Ah, je suis plus indulgent qu'Einstein. Je pense que si on revient à ce qui s'est passé dans la Grèce antique, et je pense que Iota sera d'accord avec moi, lorsqu'il y avait la démocratie dans la Grèce antique, eh bien, il a fallu se battre année après année, pied à pied, contre les armes, contre les Perses, contre les Lacédémoniens et surtout contre les maladies que tous avaient décidé d'envoyer aux Athéniens. Donc les Athéniens, ils ont eu effectivement le gouvernement qu'ils méritaient pendant 140 ans, mais ils l'ont payé cher. Ils l'ont payé cher de leur héroïsme et ils l'ont payé cher d'un certain nombre de vertus. Et donc dire que, comme le dit Einstein, que nous méritons ce qui nous arrive, oui, dans la mesure où on se situe dans une démocratie établie qu'on croit être une démocratie. Mais là où Einstein se trompe, ou d'ailleurs se trompe-t-il, point d'interrogation, c'est de penser qu'il était dans une démocratie, ce qui n'était à l'époque pas plus le cas qu'aujourd'hui. La maladie de l'oligarchie est bien plus profonde que celle des peuples, Jean-Pierre. Pourquoi? Parce que elle est gangrénée par cette obsession de contrôle, justement, de contrôle pour ne pas qu'on l'attaque, elle. Par contre, le peuple, on peut dire que c'est plus un endormissement. C'est-à-dire qu'ils ont quand même utilisé des subterfuges pour nous endormir, pour nous... et donc, je pense que des deux, le plus facile à guérir sera le peuple, de toute façon. Parce qu'une oligarchie qui est vouée à contrôler les autres, et ben, ça fait partie de la perversité narcissique qui peut s'accompagner d'une psychopathie. Donc, je voudrais voir la tête de Macron quand il sera pas content un jour, comment ça va se passer. Donc voilà, j'ai beaucoup plus d'espoir pour nous que pour eux, en définitive. Merci Iota d'avoir répondu à cette question, j'approuve complètement. Mais c'est un exercice régulier en arts martiaux d'apprendre que le contrôle, c'est le contrôle de ma propre résistance face à quelque chose qui est beaucoup plus fort que moi. Et à un moment donné, la perception que je ne peux plus résister, et là, je laisse l'adversaire s'enfoncer royalement dans son propre vide et dans la détermination qu'il a de me faire ployer. Il y a aussi être hors de contrôle, et là je ne vous entraîne pas dans des choses lugubres, hein, je fais tout simplement un parallèle avec résister. Être hors de contrôle, c'est résister. Oui, Bruno. Oui, je voulais juste dire, pour terminer mon intervention, que en fait, quand le peuple aura la souveraineté et que tout se passera aussi bien au plus bas niveau communal qu'au niveau départemental ou au niveau national, par des commissions populaires tout à fait transparentes, dont tout le monde pourra suivre le débat, etc., le contrôle il se fera de lui-même automatiquement. Ce sera un autocontrôle de chacun par tout le monde.
Et le seul contrôle que je peux exercer aujourd'hui, c'est celui sur le temps, puisque le temps qui nous est offert aujourd'hui, eh bien, est révolu, les amis. Il est justement l'heure pour nous. Et bien, ça, c'était un excellent week-end. Prochain rendez-vous à partir de lundi avec le Conseil national de transition français, Canal historique. Merci Philippe, merci Yota, merci également à Christiane, à Jean-Pierre, à Bruno, à vous, messieurs, dames, qui nous avez accordé cette petite demi-heure. Excellent week-end. Rendez-vous lundi.